bonjour. Je tiens à saluer Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est chef du Parti québécois. Merci bien d'être avec nous aujourd'hui. Puis vous êtes accompagné de gens. On pourrait peut-être prendre le temps de les présenter. Andréane Bouvette-Turcot, candidate dans Taillon, et Alexis Gagné-Lebrun, candidat dans Saint-Hyacinthe. Vous voyez les gens, c'est le Conseil général, c'est l'ensemble des secteurs et des régions qui sont là, qui composent la belle famille de l'Union des producteurs agricoles. D'ailleurs, ici, on a la maison des producteurs productrices agricoles. C'est important de le mentionner. C'est bienvenue. On a 20 minutes, on vous accorde 20 minutes, et ensuite de ça, on va y aller avec des questions. À vous la parole. Bien, merci beaucoup. Merci de me donner la parole pour un exercice qu'on a déjà pu faire 2 fois. Première fois en ligne, si je me souviens bien, puis ensuite en personne la dernière fois. Donc, il n'y aura pas de surprise aujourd'hui. Vous connaissez mes orientations. Je suis là davantage pour répondre aux questions, les précisions. Il y a des dossiers qui évoluent pour lesquels vous avez peut-être des questions, mais je vais y aller succinctement sur des choses que je vous ai déjà confiées, des thèmes qui nous tiennent à cœur au Parti québécois. Je réitère ce que j'ai déjà dit sur les orientations profondes du Parti québécois. On pense, et on a toujours pensé, que la terre agricole, c'est le pays. Et les gens qui nourrissent notre peuple, ce sont les piliers de notre nation. Je veux continuer l'héritage de René Lévesque, de Jean Garon, de François Gendron, de gens qui ont mis des politiques publiques pour s'assurer que notre agriculture et nos agriculteurs soient entre bonnes mains et que ce soit l'intérêt du Québec qui prime dans nos politiques publiques touchant l'agriculture. Donc, je réitère ça parce qu'il y a d'autres partis qui ont été cofondés par des gens qui font dans la spéculation sur des terres agricoles. Nous, notre parti est fondé et demeure dans l'esprit de fondation de protéger notre monde, puis de travailler avec notre monde. Et ça amène les politiques publiques que je vous présente aujourd'hui. La première politique publique est bien sûr celle de l'indépendance alimentaire. Je vous en ai parlé la dernière fois, mais ça me semble essentiel de diminuer notre dépendance aux chaînes d'approvisionnement mondiales. Plus nous contrôlerons l'ensemble de notre production ici, mieux nous saurons répondre aux crises qui peuvent survenir, mieux nous saurons protéger nos gens. Et plus sur le plan environnemental, nous aurons fait le choix responsable. J'ai parlé souvent, et j'en ai parlé la dernière fois, de saine démondialisation. Une saine démondialisation, à mes yeux, c'est de permettre au Québec d'avoir les capacités à produire lui-même les biens qui sont essentiels. Et s'il y a une catégorie de biens absolument essentielle et vitale pour l'avenir du Québec, c'est bien tout ce qui touche l'agriculture. Donc, on a une sensibilité toute particulière pour que le Québec soit jamais désavantagé par rapport à des compétiteurs étrangers qui ne seraient pas soumis aux mêmes normes que celles applicables au Québec. On a une sensibilité toute particulière, advenant des prochaines crises, à s'assurer qu'on ait la capacité de protéger notre monde et de les nourrir, peu importe les circonstances. Avancer vers notre indépendance alimentaire, c'est également permettre de hausser les standards déjà élevés du Québec, permettre aux consommateurs québécois d'être confortables et confiants lorsqu'ils voient un produit du Québec. C'est la vision que je vous ai présentée la dernière fois, mais ça me tient vraiment à cœur. Je suis convaincu que l'avenir des produits québécois, particulièrement en matière d'agriculture, c'est la confiance. La confiance que le consommateur peut avoir quand il sait que c'est un produit qui est fait au Québec. Et moi, je pense qu'on gagne à avoir des normes élevées en matière de pesticides, en matière de façon de produire, parce que c'est la confiance et l'avantage concurrentiel de nos produits québécois qu'on bâtit vis-à-vis d'autres produits qui ne sont pas québécois et qui sont probablement, fort probablement, moins fiables sur le plan de la santé. Cette vision, elle est cohérente avec les positions antérieures de notre parti, à commencer par le projet de Jean Garon et son idéal d'autonomie alimentaire. Et nous voulons continuer cette œuvre-là. Je dois mentionner, quand je parle d'indépendance alimentaire de haut standard, le rôle superflu et souvent nuisible du fédéral. C'est une réalité. Lorsque les agriculteurs d'ici doivent se conformer à des normes
mais que l'Agence canadienne d'inspection des aliments ne fait pas son travail. Et donc, on se retrouve où nos agriculteurs sont vis-à-vis des concurrents qui ne jouent pas à niveau. Il y a un moment donné, moi, je rêve à ce que ce soit nous-mêmes au Québec qui défendons nos intérêts, tout simplement. Ce n'est pas vrai que je vais obtenir cette collaboration-là de l'Agence des aliments. Comme on a des problèmes à tous les niveaux là, pour les demandes qu'on fait au fédéral, la CAQ nous avait promis le miracle des gains dans le fédéralisme. Ça n'a juste jamais eu lieu. Et il y a un seul avenir pour moi, c'est que nous-mêmes ici, on fasse les normes, qu'on mette en place les normes qui correspondent à nos besoins et notre spécificité. Je vous annonce donc notre intention d'appliquer aux produits agricoles étrangers entrant sur le marché québécois les mêmes normes que celles qui sont applicables aux produits québécois, plus précisément en assurant une inspection des produits étrangers par des inspecteurs du MAPAC. Je suis conscient que c'est une mesure partielle dans la mesure où, dans le cas de certains produits, des fois, même l'inspection ne permet pas de détecter des pratiques agricoles qui ne sont pas aux normes par rapport à celles applicables au Québec. Mais commençons au moins par agir et voyons quelle différence on peut faire par rapport à des produits qui ne sont pas sains pour la population québécoise, mais surtout qui sont de la concurrence déloyale pour nos agriculteurs québécois qui, eux, se conforment à des normes rigoureuses. Qui dit indépendance alimentaire dit également protection des terres agricoles. Évidemment, c'est au cœur des questions d'avenir qui se posent en matière d'agriculture. Qu'est-ce qu'on fait avec l'accaparement des terres agricoles? Évidemment, la valeur des terres a beaucoup augmenté, notamment en raison de la spéculation. C'est une augmentation qui constitue un frein pour plusieurs agriculteurs de la relève. Et donc, aujourd'hui, je vous annonce, je prends l'engagement de légiférer pour limiter la superficie que pourrait détenir un non-agriculteur. Je m'engage également à réformer la loi sur la protection du territoire agricole pour qu'on resserre la protection. Puis moi, j'ai déjà plaidé devant la CPTAQ. Le hasard veut que, comme avocat, je me suis retrouvé devant la CPTAQ. Je connais comme il faut les critères qui sont multiples et qui sont un peu à la discrétion de la CPTAQ. Moi, je pense qu'il faut resserrer ça puis mieux protéger notre territoire agricole parce que si ça fonctionnait, on n'aurait pas autant d'hectares transformés en d'autres choses que des terres agricoles. Là. À sa face même, ce régime-là doit être complètement rénové. Et lorsqu'on peut utiliser, grâce à la loi, le décret pour contourner la protection du territoire agricole, c'est parce que la loi ne fait pas son travail. Donc, c'est une réforme complète qui nous attend. Avec votre collaboration, j'en suis certain. On est vraiment capable de se doter d'un meilleur régime que celui qui est là, qui n'était pas une mauvaise chose, d'ailleurs, qui date des années 70, si je me souviens bien. C'est juste qu'à un moment donné, rendu en 2022, il y a un urgent besoin là, d'adapter ce cadre juridique. On va également instaurer des pénalités très sévères aux spéculateurs qui n'exploitent pas les terres. Donc ça, c'est une autre mesure également qui peut stimuler la productivité agricole au Québec et décourager des spéculateurs. Faire en sorte autant que possible que nos terres soient pleinement consacrées à notre indépendance alimentaire. On va également, en ce sens-là, élaborer des incitatifs pour que les terres en friche soient exploitées. Une autre thématique qui touche davantage à l'environnement, mais qui, je crois, rattache vraiment les Québécoises et les Québécois à leurs agriculteurs. Moi, je ne sais pas si vous vivez ça, mais moi, c'est ce que je perçois. L'idée de circuit court, l'idée d'encourager l'agriculture qui est produite localement, c'est source de fascination, même d'amour pour l'agriculture. Et je pense qu'il y a quelque chose là qui s'adonne à être simultanément ce qu'il faut faire sur le plan environnemental. C'est également un soutien puis une loyauté envers notre agriculture québécoise. Mais cette notion de circuit court semble instinctivement plaire énormément aux Québécoises et aux Québécois. Il y a un lien qui se tisse qui peut-être n'existait pas dans un mécanisme plus distant. Donc, on veut vraiment mettre des mesures en place pour que le circuit court, c'est-à-dire consommer au plus proche du lieu de production, soit la norme. Par exemple, un gouvernement du Parti québécois va s'assurer que 70% de tous les repas servis dans les organismes sous sa juridiction, là, tout ce qui est public et parapublic, cafétéria, peu importe ce qui touche au gouvernement, soit le produit de l'agriculture québécoise. En d'autres mots, le gouvernement du Québec est capable de s'obliger lui-même et de montrer l'exemple de manière à encourager les agriculteurs québécois, mais d'envoyer un signal sur le plan de la consommation à tout le monde. On achète québécois. Pas juste en slogan, on le fait.
Et je pense qu'il y a une fierté, il y a un filon là, il y a beaucoup de réceptivité. Donc, en général, l'orientation du Parti québécois, ça touche l'agriculture, ça touche d'autres domaines, mais on déplore qu'on n'achète pas québécois. Au cours des 4 dernières années, là, il y avait en matériel médical comme en matériel de transport, quand on regarde la législation qui se fait aux États-Unis avec le Buy American Act puis Buy America Act, il y a des choses qu'on ne fait pas au Québec pour encourager l'industrie d'ici. Il n'y a pas de raison pour ça. Donc, nous, tout ce qu'on peut faire pour acheter québécois en matière d'agriculture, la réponse sera toujours oui. Évidemment, il faut parler de transition sur le plan environnemental. Les circuits courts, comme je vous disais, servent également à réduire les GES. C'est l'enjeu de notre siècle. Puis, j'étais super heureux de vous entendre parler de cette question-là la dernière fois qu'on s'est rencontrés. Au Parti québécois, ce que je veux vous rappeler sur cette question-là, c'est qu'on pense que la transition, elle doit être verte et juste. Et le mot « juste » est très important à la lumière de ce qu'on a vu aux États-Unis sous Joe Biden, c'est-à-dire la résistance au changement d'un modèle ou d'une pratique sur le plan industriel, elle vient toujours lorsque la nouvelle pratique qui est imposée amène ta business à battre de l'aile. Si on place dans la précarité certains secteurs économiques en disant « voici la réforme, bonne chance », c'est là qu'il y a de la résistance. Donc, si on veut ensemble réussir une transition vers une nouvelle économie qui est responsable par rapport aux prochaines générations, il faut s'assurer d'accompagner les gens, donc accompagner les agriculteurs. Puis l'État doit être présent, puis il doit être présent avec des budgets qui font en sorte que du point de vue de la personne qui doit faire cette transition-là, c'est viable. On ne peut pas juste abandonner le ballon puis dire, bien, si ce n'est pas viable, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est la recette pour que ça ne se fasse pas. Donc, on a prévu, comme vous le savez, là, du financement notamment. On va chercher dans le Fonds des générations 1 milliard par année pour assurer la transition juste et verte. Ça sert à ça, soutenir les travailleurs, les secteurs de l'industrie qui doivent changer leurs pratiques et qui, en même temps, ne peuvent pas se diriger vers des pratiques qui vont mener à la faillite. Là. Donc, on va accompagner à ce niveau-là pour être sûr que ce soit gagnant-gagnant et que tout le monde adhère à ce changement qui est absolument nécessaire le plus rapidement possible sur le plan des gaz à effet de serre. Ça implique également là, tout ce qui est automatisation, introduction de machinerie qui n'émet pas de GES. Donc, on est très, très ouvert à accompagner financièrement un secteur d'industrie qui est non seulement vital, comme je vous disais tantôt, pour notre alimentation, donc étendre notre capacité de production, mais ça implique donc d'aller chercher de nouvelles technologies. Est-ce que ça va au niveau du temps? Oui. Combien de temps? Oui? C'est bon? Il reste 8 minutes. 8 minutes, ça va bien. La relève, c'est un sujet que je veux absolument aborder. On veut des solutions concrètes pour le reprenariat. Il y a eu un incident là, dans l'actualité où Québec solidaire, l'espace de quelques heures, semblait vouloir taxer les actifs de plus d'1 million, mais également, surtout, imposer les héritages. Et ce que ça donne comme incitatif, c'est qu'on ne peut pas transférer familialement la terre. On est obligé de le vendre à des tiers, ce qui est complètement absurde. Et là-dessus, on voit qu'ils ont un peu improvisé, ils ont corrigé, mais je souligne que le problème demeure pour toutes les autres entreprises familiales. Là. C'est bien là, pour l'agriculture, je suis entièrement d'accord que la mesure n'avait pas de sens, mais elle n'a pas plus de sens pour une entreprise familiale d'une autre catégorie. S'il y a une chose qu'il faut encourager au Québec, c'est que la prochaine génération s'intéresse au secteur d'activité, reprenne l'entreprise, puis ça a toujours été comme ça dans le domaine de l'agriculture. Donc nous, on va être dans le sens complètement opposé, on ne nuira pas, on va encourager le reprenariat par des incitatifs, de sorte qu'il y a un incitatif fiscal pour les propriétaires qui vendent à un membre de la famille de la relève agricole. Donc, un programme un peu à l'image des prêts et bourses pour nous assurer que notre relève, elle demeure motivée, elle est ambitieuse, elle voit son intérêt à acheter. Puis là, bien, comme vous le savez comme moi, avec les taux d'intérêt qui montent, le défi il est entier. Là. On ne peut pas louper la relève sur le plan de l'agriculture. Donc, ça va prendre un interventionnisme du gouvernement qui arrive avec un accompagnement puis des incitatifs, tout sauf bloquer les héritages. Il faut vraiment aller dans le sens inverse, à mon avis. À part le soutien du transfert des fermes vers la relève agricole à travers des incitatifs fiscaux pour les vendeurs, on a également adapté les aides financières à l'établissement de jeunes en agriculture. Il y a déjà des programmes. Je pense qu'on peut aller plus loin jusqu'à temps qu'on ait une réponse satisfaisante. Mettre en place un prêt long terme pour l'acquisition d'actifs agricoles,
avoir des programmes de gestion de risque adaptés aux réalités des entreprises du secteur agricole qui n'ont pas été conçus pour nécessairement toutes les formes de risques. Là, il y a des particularités où les risques peuvent être atténués, à notre avis, par l'État. Bonifier, évidemment, les programmes d'aide à la relève. Je vous ai parlé, je vais aller rapidement là-dessus, mais je vous ai déjà parlé de l'occupation du territoire. C'est important pour nous. On pense également que ça va de pair avec la recherche, parce que l'occupation du territoire peut venir avec des manières différentes d'exploiter la terre partout au Québec. Donc, plus on investit dans la recherche, puis je vous ai parlé d'automatisation, mais ce n'est pas que les technologies, c'est également comment le territoire québécois peut être exploité intelligemment, eu égard à ses caractéristiques. Et là-dessus, nous, on pense que financer la recherche indépendante, l'innovation technologique en agriculture, pour notamment obtenir des semences de meilleure qualité, des façons de faire de l'agriculture mieux adaptées au changement climatique, une meilleure adaptation aux particularités du territoire québécois un peu partout, une approche régionalisée par rapport à ces questions-là. En investissant dans la recherche, je pense que c'est vraiment payant à moyen et long terme. Donc, c'est un investissement dans l'avenir. Je veux rapidement toucher au sirop d'érable, évidemment. C'est un enjeu important, spécifique d'occupation de notre territoire. C'est une source de fierté aussi pour les Québécois. Là, il n'y a pas plus, pour un parti qui souhaite l'indépendance puis qui valorise la culture québécoise, là, si tu parles du sirop, c'est fondamental. Donc, c'est une industrie qui connaît une belle croissance, qui rayonne, qui nous rend fiers partout dans le monde. Et nous pensons qu'il est possible d'avoir un meilleur partage de la forêt publique et de protéger 200 000 hectares pour préserver le potentiel acéricole du Québec sur le long terme. En d'autres mots, on est là pour prendre des engagements pour que cette industrie, qui non seulement est énorme sur le plan économique, mais profondément ancrée dans l'identité québécoise, on sera au rendez-vous pour être certain de protéger et valoriser cette entreprise-là. Je ne sais pas s'il me reste du temps, mais j'aimerais parler d'indépendance du Québec. 2 minutes. C'est un 2 minutes bien investi. Comme vous le savez, l'indépendance nationale, elle revient à chaque fois que le fédéral, l'OMC ou je ne sais pas quelle autre instance veut décider à notre place, à chaque fois que les intérêts du Québec sont sacrifiés dans une négociation, puis où on est dans une posture défensive. Et moi, je vous soumets du fond du cœur et avec toute mon énergie que pour des questions fondamentales comme la gestion de l'offre, au fur et à mesure que vous allez voir le poids démographique du Québec diminuer dans le Canada, c'est garanti que notre poids politique va diminuer. Et viendra, comme ça a déjà eu lieu, des moments où les intérêts du Québec sont sacrifiés inutilement dans le cadre de négociations internationales, où des principes fondamentaux comme la gestion de l'offre vont être attaqués par le fédéral. Et plus on diminue en poids démographique et en poids politique, plus le mépris, même, je dirais, politique envers le Québec dans le Canada s'accentue, plus il y a des gens dans des industries spécifiques qui vont frapper des murs pour lesquels on n'a pas de réponse. Et c'est vraiment ça, la CAQ, ne pas avoir de réponse vis-à-vis les échecs successifs avec le fédéral, ne pas avoir de réponse vis-à-vis un dilemme sans issue entre soit diminuer notre poids démographique et politique, ou soit augmenter les seuils d'immigration à 120 000 par année, ce qui est nettement au-deçà de ce qui est viable pour la langue française et la culture québécoise. Il n'y a donc, à mon avis, une seule option pour protéger nos intérêts, s'assurer que c'est nous qui légiférons sur chacun des aspects qui nous concernent, et non pas un gouvernement qui n'est pas le nôtre en fonction d'intérêts qui ne sont pas les nôtres, et c'est l'indépendance du Québec, et je vous y appelle encore une fois. Je pense que c'est fondamental. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. C'est moi, ça? James? Oui. James Allen. Pierre Plamondon, James Allen, je suis le président de la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches, producteur laitier Oui. Puis je pense à 3 reprises, tu le mentionnais dans ton mot, comme de quoi que le territoire est important, la protection des terres agricoles, et la pression sur le territoire, il n'en risque pas, est énorme. Peu importe les gouvernements, autant municipaux que provinciaux, à tous les fois, on dirait qu'ils ont l'œil de réussir, ou ils voient les terres agricoles comme un potentiel d'être dézonés. Oui. On oui, peu importe, là, ils ont tout le temps ça. Oui. Puis, on peut-tu avoir un engagement ferme de ta part, autant du Parti québécois que de ta part à toi, que vous n'utiliserez pas des décrets pour dézoner des terres pour aller plus loin? Je sais que tu en as parlé, mais on peut avoir l'engagement ferme. Ferme. Ferme avec un F.
C'est bon. Honnêtement, c'est très triste. Là. C'est très, très triste. Puis c'est pas comme ça qu'une démocratie fonctionne. C'est trop facile. Là. On passe par décret, puis on fait ce qu'on veut, puis on gère ça comme un dépanneur. Attendez, là. Non, ferme, avec un F, majuscule. D'accord. J'ai Mme Michel. Bonjour, Mme Turcotte. Bonjour, M. Lebrun. Vous avez parlé de la relève agricole avec les aides financières que vous pensez amener. Oui. Moi, je vous demande, c'est de plus en plus difficile pour la relève de s'établir en agriculture. L'âge, si on parle de l'âge moyen des producteurs agricoles, c'est assez élevé. La valeur des terres, c'est très dispendieux. Comment est-ce que vous pensez, vous, parce que ça a triplé depuis les dernières années, ça devient impossible pour une relève de s'établir. Seriez-vous prêt, vous, à vous engager et à mettre en place un fonds de capital patient, performant, permettant d'assurer le développement très dynamique de l'agriculture québécoise? Oui, c'est intéressant. Donc, l'État se trouverait à être investisseur avec la relève, un peu comme on a déjà le fonds de solidarité puis des modèles caisse de dépôt. Donc, ce serait pour l'agriculture, c'est ça, je comprends? Je suis très ouvert à ça. J'ai un point que j'ai oublié aussi, je m'excuse, dans mon allocution. J'ai passé sur la santé mentale, mais il y a... Je pense qu'il faut le nommer, là. C'est que si on se place du point de vue de la relève et on sait qu'il y a de la détresse psychologique davantage dans l'agriculture que dans d'autres secteurs, on va avoir de la difficulté à convaincre la relève. Donc, j'ai pas... mon engagement se résume à être disponible puis m'asseoir avec les agriculteurs sur quelles mesures, du point de vue du gouvernement, ferait en sorte que c'est un milieu de vie sain, l'agriculture. Parce que je suis très partant, là, si l'État peut être co-investisseur avec le milieu puis obtenir un retour là-dedans, c'est un modèle québécois qui a toujours très bien fonctionné, ça nous a toujours bien servi. Mais sur la question de la santé mentale, je pense qu'il faut le nommer, puis je suis bien ouvert à essayer de trouver des solutions pour que de la perception de la relève, choisir l'agriculture, ce soit un milieu de vie qui est porteur de bonheur. Si ce n'est pas le cas, on peut mettre des incitatifs financiers, enlever les barrières, ça on s'y engage, mais il y a aussi cet aspect-là, il me semble, qu'il va falloir nommer et corriger pour que ce soit attrayant le plus possible. Parfait. Et là, les mains sont, vous n'avez peut-être pas vu ça, mais les mains sont levées assez rapidement. C'est vrai? Oui, on a quelques questions. Je vais y aller avec Gilbert. Ensuite de ça, je vais y aller avec David Lemire. Oui, merci. Bonjour, M. Plamondon, Mme Turcotte, M. Lebrun. Gilbert Marquis, président de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent. Et ma question va comme suit. Au-delà de l'inflation qui affecte grandement le secteur agricole et pour laquelle nous demandons des programmes spéciaux, il est impératif que le gouvernement investisse dans le secteur agricole à la hauteur de la croissance de ce dernier, soit 50 % depuis 10 ans. Cette somme additionnelle pourrait contribuer à accélérer la transition écologique souhaitée par tous, ainsi qu'actualiser et bonifier les programmes existants tels que l'ASFA. Est-ce que vous vous engagez à ajuster le budget du MAPAC de 50 %, donc de 500 millions, pour rattraper des 10 ans de retard? Parce que là, vous savez que là, qu'en région, on veut se développer, on a une MAPAC, on cogne à leur porte. On dirait qu'ils sont plus pauvres que nous autres. Ils ont un problème en quelque part. Si personne n'investit, là, mais on ne se développera pas en région. Là. Ouais. On a des beaux projets, on a tout, mais c'est à vous de voir. Oui. Bien, écoutez, comme je vous disais tantôt, nous autres, on a réservé 1 milliard par année pour la transition verte et juste. Si, à la lumière de ce soutien-là pour la transition, il y a d'autres besoins spécifiques en lien avec l'inflation, j'ai simplement besoin de voir les chiffres. Parce que en date d'aujourd'hui, moi, j'ai eu cette information-là, mais je n'ai pas pu étudier à quoi correspond ce 500 millions-là, à quoi correspond l'inflation sur le modèle d'affaires des agriculteurs. Et surtout, je pense, ça devrait faire l'objet par secteur, parce que la réalité de l'agriculture, sur le plan de la finance de chaque secteur, quand tu as un coût d'inflation comme on vient de connaître, il y a des secteurs qui vont en souffrir plus que d'autres. Donc, je pense qu'en toute responsabilité, là, ça doit faire l'objet d'un examen. Donc, ce que je m'engage, c'est d'examiner avec vous quels sont les chiffres, quels sont les impacts de cette inflation-là et voir quelles solutions il y a, mais ce n'est pas des chiffres que j'ai en ma possession en date d'aujourd'hui. C'est bon. On va y aller avec David Lemire, après ça, Luc, et puis Marcel. Bonjour, M. Plamondon. David Lemire, président des producteurs de fraises et framboises du Québec. Bonjour.
J'avoue que j'ai été surpris un petit peu sur votre position sur l'immigration. On est producteur maraîcher, producteur de fraises, puis les 20-25 dernières années, on a tout essayé avec les étudiants, avec les personnes âgées, avec les chômeurs. On a essayé toujours de trouver de la main-d'œuvre ailleurs. On a des travailleurs agricoles étrangers temporaires qui viennent nous donner un bon coup de main, mais là, de plus en plus, ces travailleurs-là et d'autres veulent immigrer au Québec puis prendre des postes importants. Moi, sur la ferme chez nous, j'en ai 2, ça fait 2 ans qu'ils attendent les papiers puis qui manquent le certificat du jeune puis tout ça. Ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas vu leurs enfants qui sont encore ici. Ces 2 travailleurs-là, là, on a besoin ici au Québec. Fait que le message d'envoyer, de baisser les taux d'immigration, c'est pas un bon message de notre côté. Je pense que l'agriculture, là, c'est le lieu idéal pour l'intégration. C'est les valeurs québécoises dans le champ sont là, la langue, la régionalisation, les fermes sont partout au Québec. Fait que je pense que c'est vraiment un lieu d'intégration exceptionnel. Puis pour l'avenir de l'agriculture, ça va prendre l'immigration. Ma question, sur un gouvernement péquiste, est-ce qu'on continue de développer l'agriculture? Est-ce qu'on crée encore de l'emploi? Si oui, quelle sera votre solution pour combler ces postes-là si vous gardez le cap de réduction de l'immigration? Exact. Bon, première chose, ce qu'on a annoncé ne touche pas l'immigration temporaire. Donc, il faut séparer les sujets, là, bien clarifier. Il y a l'immigration temporaire, il y a l'immigration permanente. Et l'immigration permanente, donc, passerait de 50 000 à 35 000. En ce moment, le 50 000 est réparti comme suit sur le territoire québécois. 80 % des immigrants vont choisir de s'établir à Montréal. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on va amener à 50 % la proportion des immigrants qui vont s'établir en région. Donc, au net, par rapport à la situation actuelle, on se retrouve avec plus de personnes qui choisissent de s'établir en région. On s'entend là-dessus. Ensuite, il faut comprendre la différence entre combler un besoin immédiat et spécifique pour une entreprise versus combler sur le plan macroéconomique la situation généralisée de pénurie de main-d'œuvre dans à peu près tous les domaines. L'immigration économique, elle est utile. Et on veut favoriser l'immigration économique en région parce qu'on le sait que pour une entreprise qui a un besoin là, maintenant, ça vient combler un poste. Et donc, ça permet à l'entreprise de continuer. Ça, on en est parfaitement conscient. Maintenant, il faut comprendre que macroéconomiquement, l'ajout d'une personne dans une société, ça vaut autant pour le travail que la consommation. Donc, l'impact sur la pénurie de main-d'œuvre est mince, sinon nul. Mais en pénurie de logement, ça se peut même que des seuils d'immigration élevés viennent creuser, aggraver la pénurie de main-d'œuvre. Parce qu'il faut bâtir le logement, ça prend de la main-d'œuvre. Il faut répondre à la consommation, ça prend de la main-d'œuvre contre une prestation de travail d'une personne. Donc, il faut voir que notre décision, elle est macroéconomique, mais étant conscient qu'en région, il y a des besoins là maintenant, on se dit, bon, on va augmenter le nombre de personnes qui vont choisir les régions comme lieu pour s'établir, puis on va mieux arrimer les profils avec le besoin de chaque entreprise sur une base régionale. Il faut rappeler que le Parti québécois est très axé sur les régions et sur l'économie des régions. Donc, en fait, au net, là, pour un producteur sur une base régionale, il va y avoir un potentiel plus grand de personnes qui peuvent à court terme mettre l'épaule à la roue. Mais on a aussi une responsabilité par rapport à la capacité d'accueil sur le logement, la capacité d'accueil et d'intégration pour le français. Et c'est pour ça qu'on favorise la régionalisation, parce que ce que vous dites, c'est vrai. C'est que l'intégration se fait très, très bien en région. Donc, on va favoriser ce modèle-là, tout en conservant un ratio per capita d'immigration qui est plus comparable à ce qui se fait à l'étranger. Là, en ce moment, nos seuils sont nettement plus élevés que des pays comme la France ou les États-Unis per capita. Donc, à un moment donné, compte tenu de notre spécificité linguistique et culturelle, compte tenu de la crise du logement, il faut aussi avoir une vision macroéconomique en général, ce qui ne nous empêchera pas de connecter des solutions avec vous directement, mieux en tout cas que ce qui se fait en ce moment. C'est bien. On va y aller avec deux. Marcel après ça. Bonjour, M. Paul Saint-Pierre Plamondon, Luc Goulet, président des producteurs agricoles du Québec. J'ai bien aimé votre engagement par rapport à la protection des 200 000 hectares. C'est un combat que les producteurs mènent dans chacune des régions au Québec. On parle de développer nos régions. Je dirais qu'on est un secteur qui fait cette chose-là. On en a en Outaouais, à Laurentide, en Bas-Saint-Laurent. Mais je vous dirais, présentement, les producteurs se butent à des directions régionales au niveau du ministère des Forêts et Fonds de Parc qui veulent nous
nous un peu encadrer dans une dimension en hectares qui est très peu, qui ne répond pas nécessairement à nos attentes pour le développement de notre filière acéricole. Moi, je vous dirais, on a des retombées économiques qui sont majeures au niveau de l'acériculture. Ouais. On parle de plus d'emplois, de la croissance, que la foresterie. Présentement, la terre publique est aux mains des forestiers. On ne se le cachera pas. On disait qu'on peut créer, nous autres, pour même 100 hectares d'érablières exploitées. On peut créer 16 fois plus d'emplois, 9 fois plus de retombées économiques en PIB. On peut avoir aussi 26 fois plus d'impôts et de taxes qu'on remet à l'État. C'est pas rien nécessairement là, quand on voit toute la superficie en terre feuillue qu'on a à travers la province. Moi, je vous dirais ma question, puis je vous dirais c'est plus un engagement de mettre la pression sur les autres partis politiques pour reconnaître cet enjeu-là, qui est un enjeu qui est majeur au Québec au niveau du développement de notre secteur acéricole. Vous l'avez dit, c'est une fierté. Dans nos chromosomes, on doit avoir chacun un gène sirop d'érable. J'ai déjà vécu au Danemark. J'avais 17 ans et je vivais dans la famille d'un prêtre, pasteur luthérien du sud du Danemark. Et j'avais avec moi 4 canisses de sirop d'érable. Et je leur ai dit, à matin, on mange québécois. Et là, j'ai beurré les œufs puis tout le déjeuner du sirop d'érable, mais c'était le visage des Danois, pas capable de manger C'est très québécois. Et c'est pas tous les peuples. Évidemment, c'est super populaire à travers le monde, là, mais cet apport calorique dans d'autres pays n'est pas reçu de manière universelle, mais c'est pour vous dire à quel point c'est ancré que mon réflexe en allant à l'étranger quand j'avais 17 ans, c'était d'amener du sirop d'érable avec moi. C'est à ce point collé à notre identité puis à nos racines. C'est un enjeu qui est majeur pour nous. Puis ça fait depuis la dernière année qu'on se bat présentement avec le ministère pour être capable de mettre un plan directeur au niveau acéricole, dans le développement de l'acériculture. Mais on veut que cet enjeu-là percole plus loin que la campagne électorale qu'on va avoir là. On veut défendre les intérêts. Vous avez un avis. Merci. Bon. Il nous reste 3 questions. C'est qu'on va y aller. J'ai Marcel, ensuite de ça, Gaétan, puis oui, mon nom est Marcel Papin, président de la Fédération du PA de l'Assomption. Vous avez répondu à mon ami James, là. Ouais. Pour ce qui est des décrets pour contrôler les règles de la CPTAQ. Ouais. Bien sûr, je vous félicite, puis c'est vrai que c'est faisable. C'est sûr que c'est faisable. C'est juste la loi offre ce trou-là. Change la loi. Quand vous parlez de l'accaparement des terres par les non-producteurs, ça, c'est une autre affaire. Ouais. Vous êtes avocat, vous savez qu'on est des droits et libertés, qu'il faut que ça soit respecté. Au Québec, n'importe qui peut acheter n'importe quoi. Ça fait 10 ans qu'on essaye de contrer ça avec les grandeurs et avec les si. On n'a pas réussi à grand chose. J'en doute pas. Je ne sais pas si vous avez une idée dans votre chapeau, en tout cas. Oui, j'invite les gens à voter Parti québécois. On a ce qu'on a. Si vous voulez un gouvernement indépendantiste, vous allez obtenir des gens qui donnent leur juste, puis qui servent la cause, puis qui sont proches des Québécois, puis qui les défendent. Si vous votez pour des gouvernements fédéralistes qui prônent absolument rien de ce qu'on discute en ce moment, puis qui ont démontré une fois après l'autre que ça ne les intéressait pas, on va obtenir ce qu'on a mérité. Je veux dire, la démocratie, c'est juste une fois aux 4 ans, mais ça vaut la peine de s'y intéresser parce que ça a beaucoup, beaucoup d'impact. Puis oui, ça prend un changement d'orientation au niveau de la protection des intérêts du Québec, et ça veut dire la protection des intérêts agricoles du Québec, évidemment. Puis pour ça je parle de Jean Garon. Le ministre de l'Agriculture, oui, qui a protégé le territoire. Jean Garon, mais c'est parce que c'est lié au Québec. La terre puis le Québec, c'est la même chose. C'est pas surprenant, mais c'est parce que choisissez, regardez les fondateurs de chaque parti, regardez la philosophie qu'ils ont défendue pendant des années, vous n'aurez pas de surprise, là. Chacun a son tracé puis son approche sur ces questions-là, puis les nôtres, vous les connaissez. Ça en prend d'autres. On ne le connaît peut-être pas encore, mais il va apparaître. Président des producteurs forestiers du Québec. Bonjour. Vous savez, cultiver, aménager son boisé, faire de la sylviculture à l'échelle provinciale, c'est ce qui est le plus important. J'interpelle aujourd'hui pour aider tous les producteurs forestiers à accéder au programme de mise en valeur de la forêt privée. En Majorin, le programme d'aide à 41,1 millions par année, au lieu de 28,8 millions qui est actuellement. Aussi à reconduire le programme d'aide sur une période de 5 ans, au lieu de 3 ans, et prévoir un mécanisme d'indexation au même programme
On sait que le programme n'a pas été indexé depuis 2010. On a eu une petite indexation en 2021 de 0,3 millions. C'est tout ce que le programme a reçu. OK. Ben, je n'étais pas sensibilisé spécifiquement à cet enjeu-là. Ce que je vous propose tout de suite à la fin de l'entretien, c'est que vous pouvez me remettre l'essentiel de ce dossier-là pour que j'en prenne connaissance, puis on l'évaluera avec plaisir. Bien. Oui. Bonjour, M. Saint-Pierre Plamondon, Daniel Gobeil, président des producteurs de lait du Québec. Oui. C'est sûr que je ne peux pas vous laisser partir sans vous parler un peu de yogourt. J'ai été sauvé par Pascal. Oui, Pascal m'a volé pour moi. C'est pas du yogourt, OK. Exactement. Mais vous le savez, dans le yogourt qu'on achète à l'épicerie, il y a 15 à 19 du coût du lait. On a dénoncé à l'UPA au niveau du code de détaillant dans l'alimentation par rapport justement aux négociations entre les distributeurs, les producteurs. Alors, vous me dites que sur 7,89 pour le pot de yogourt grec, il y a juste 2 piastres et quelques, 1,60 et quelques, qui vient en lait. Où vont le reste des coûts? Parce que toute la marge au niveau des transformateurs, au niveau du détail. C'est le détaillant la concurrence entre les détaillants ne fait pas en sorte que cette marge-là est davantage réduite. Non. Donc, c'est pour ça qu'on a démarré un code de détail, justement. Ça existe en Irlande, ça existe au Royaume-Uni, ça existe dans plusieurs pays pour répartir justement cette marge-là entre les producteurs, la transformation puis le détail. Je voulais savoir, ma question, je viens à ça, est-ce que le Parti québécois va continuer ces travaux-là ou va nous soutenir dans un code du détail là, qui serait obligatoire puis exécutoire, qui amène une meilleure répartition là, du prix là, quand on arrive pour un consommateur qui veut acheter là, à l'épicerie. On est prêt à l'étudier, mais comment vous expliquez que la concurrence entre les producteurs détaillants les amène quand même à avoir une marge aussi démesurée par rapport à la part du producteur laitier dans cette histoire-là? La concentration, je vous dirais, puis on voit même qu'il y a des distributeurs américains qui sont sur le secteur au Québec. Ouais. Malgré des importations, malgré toutes les promesses des produits importés qu'on vit depuis 5 ans, est-ce que le consommateur en a profité? Non. Tous ces détaillants-là vendent le prix aux consommateurs québécois, le même prix, ils ont ajusté leur prix et ils font les mêmes marges. Ils font des marges beaucoup plus importantes parce qu'ils payent le prix au prix mondial. On a fait une sortie, justement là-dessus, on a fait une sortie sur la concurrence dans le domaine de l'alimentation. Parce que nous, on pense que le Bureau de la concurrence du Canada, comme bien d'autres agences canadiennes, non seulement dédoublent ce qu'on devrait faire nous-mêmes, mais ils ne sont pas dans le game pantoute, ils ne s'en occupent pas. Puis on pense qu'un Bureau de la concurrence qui aurait plus de dents pourrait amener ces marges-là à changer. Maintenant, comment agencer ça avec la part de chacun dans la chaîne de valeur? Honnêtement, je ne l'ai pas examiné, mais si vous avez des réflexions ou déjà des documents en ce sens-là, ça doit être examiné, mais j'ignorais que la proportion était aussi démesurée. Puis ça m'inquiète, je pense que ça parle vraiment d'un problème de concurrence. Puis c'est qui paye la note? C'est le consommateur québécois, là. C'est littéralement ma femme qui m'a appelé la veille. J'ai pas acheté le pot, puis elle sait que je mange du yogourt grec vanille le matin. Elle a dit, je l'achète plus, juste je proteste. Oh oui. Votre femme a fait fureur. La prochaine fois, il faut qu'elle appelle Daniel. Mais on vient de faire le tour des questions. Un grand merci. Merci à vous. J'ai retenu quand même quelques éléments. Je pense que vous en êtes le côté de la transition. Je fais juste mentionner que, producteurs et productrices, on est tous mobilisés par rapport à cette transition écologique-là. Bien important, c'est d'être soutenu, d'être accompagné là-dedans, parce qu'on ne fait pas ça, on n'improvise pas ça comme ça. Exact. Il y a de la recherche et toute la mobilisation qui est faite aussi par rapport à nos gens qui nous accompagnent là-dessus. Vraiment très intéressant. Il y a tout le volet aussi, puis ça, le côté transition, on n'a pas parlé de production bio. On se l'est mentionné un petit peu tantôt. 10% des entreprises bio au Québec sur l'ensemble des fermes. Quand même quelque chose d'intéressant. On est les leaders. Il faut les soutenir davantage, surtout sur le côté certification, parce qu'on les aide au tout début de la transition. Mais après ça, comparativement aux États-Unis et en Europe, où ce qui soutiennent à 50% les frais de certification, ici, on n'est pas là. Mais là-dessus, juste spécifier, évidemment qu'on est en faveur là, de la production bio, mais c'est surtout qu'on veut s'assurer qu'on ne place pas nos agriculteurs en désavantage par rapport à la concurrence internationale. Quand tu fais ça, tu te tires dans le pied. Il n'y a juste aucune logique.
Donc, il y a des règlements, il y a des commerces, des règles de commerce internationales, mais quand d'autres font des choses à l'intérieur de ces règles-là, puis nous, on ne le fait pas, bien là, on se tire dans le pied. Un autre élément aussi, c'est tous les systèmes alimentaires. On parle des fois de gaspillage alimentaire, naturellement. Quand Daniel explique ça au niveau des détaillants, on est quand même avec des produits qui, dans des cas, on est des preneurs de prix. Dans d'autres cas, c'est des produits périssables. Donc, on se doit, c'est que je pense que vous avez une vision du Québec transformé dans l'ensemble, puis d'amener une autonomie alimentaire qui est très importante, puis que nous aussi, on travaille là-dessus. Mais il faut s'assurer que nos systèmes alimentaires, un peu partout au Québec, quand on parle de transformation, d'abattage, etc., il faut vraiment avoir cette vision-là de développement. Oui. Et en terminant, je vous dis que les producteurs, c'est des professionnels, c'est des passionnés, c'est des gens qui ont une vision de pérennité de nos entreprises. On vous invite donc à nous soutenir en tant que producteurs, productrices agricoles. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup.